Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Tyson Foods? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc ici, nous avons ici c'est une compagnie ici qui vend des produits à base de viande ici, d'accord, notamment du poulet, du bœuf, des choses comme ça. Je pense que c'est un peu comme c'est du consumer package, donc c'est généralement c'est des produits ici qu'on vend à des supermarchés. Donc, vous pouvez voir ici du poulet déjà mariné ou ce genre de choses-là. Donc, il faut que je précise une chose. Ce genre de business-ci, ne regardez pas ça du point de vue de la viande uniquement. Posez-vous également des questions du point de vue agricole. Parce que ces poulets-là, ces bœufs-là, ça mange quelque chose. Ok, donc généralement le prix du poulet, des choses comme ça, ou bien du bœuf varie également par rapport au prix du blé ou des choses comme ça, d'accord, notamment ce que les poulets, les animaux mangent. Ok, donc faites attention, le foin, ce genre de choses là, notamment faites attention par rapport à ça. Les deux sont souvent très très liés. Mais c'est une entreprise ici que moi j'aime bien. Moi j'aime Tyson Food. C'est une très belle entreprise, facile à comprendre, on ne se casse pas la tête. On aura toujours besoin de manger, etc. Je sais que les gens ont réfléchi comme ça. Donc c'est une belle entreprise, on va se dire la vérité. Ok, donc oui, vous allez le voir avec les revenus également ici. Vous savez qu'on suit toujours la tendance à voir revenus, croissance, free cash flow, nombre d'actions, PER, dette nette, qualité du dividende. C'est un raccourci. Ça nous permet d'estimer rapidement la valeur de l'entreprise ici. Ça nous permet de voir également quelles sont les questions qu'on pourrait poser quand on va lire les rapports financiers. Et je n'encourage jamais personne à uniquement lire les états financiers avant d'investir dans une compagnie directement. Les états financiers, on commence par là pour voir si la compagnie est attractive et quelles sont les questions qu'on va poser. Je pense que vous commencez déjà à connaître, si vous êtes habitué sur cette chaîne, des habitudes de la chaîne. Donc, on va directement ici sur cette compagnie-ci. Alors, en termes de revenus, ici, qu'est-ce qu'on a? Nous avons à peu près des revenus croissants, ok? Notamment, il faut vérifier ici quand la croissance ici est due à quoi? Je pense qu'on a un mix ici d'organique et d'acquisition. Donc ici, on est à peu près à 53 milliards de revenus. Donc, c'est de la consommation de base ici. Donc, c'est le genre c'est le genre de consommation qu'on ne réduit pas, même quand les moments sont difficiles. Donc, on a ici à peu près 53 millions de revenus, 53 milliards 280. Donc, je mets ici 53 milliards 280, donc 53 280. Et comme je le dis souvent, ces chiffres-là ne valent rien si vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'on a 53 280. Parce que le problème ici chez nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce que ça va durer. Est-ce qu'il y a de fortes chances que ça continue? D'accord? Donc, j'aimerais que ce soit toujours automatique chez vous, que vous ne soyez pas juste omnibulé par les chiffres. On commence par les chiffres, mais on n'investit pas uniquement en se basant uniquement sur les chiffres. Je veux dire, on doit avoir les chiffres, les éléments qualitatifs, d'accord? Je ne suis pas en train de dire ici que les chiffres ne sont pas importants, c'est la base, ok? Mais le business model également doit parler, d'accord? Donc, quand on regarde ici en termes d'estimation, les analystes ici s'attendent à voir à peu près de combien? Les analystes ici sont à peu près, actuellement on a combien? 53 milliards. Les analystes à peu près se disent qu'ok, on aura quelque chose comme une certaine stabilité ici. Donc, 2023, on s'attend à 55 milliards 230. Je prendrai les attentes de 2023, 55 milliards 230, d'accord, 55 milliards 230, ok, vous voyez qu'on a une pente ici qui est à peu près, c'est plutôt un plateau, donc 55, 56, on n'est pas loin. Est-ce que c'est 53, c'est 55? Ok, parfait. En termes de croissance des revenus ici, vous allez voir que si on prend la croissance des revenus ici par le passé, qu'est-ce qu'on obtient ici? Voilà. Est-ce que nous avons une compagnie de croissance? Non. On a une compagnie ici qui se maintient. 4% de croissance ici. Sur les 5 dernières années, nous avons à peu près 6% de croissance. Sur les 3 dernières années ici, nous avons à peu près 7% de croissance. Donc, déjà, on va juste arranger l'image ici. Donnez-moi juste quelques instants. On va faire ça. Et voilà, Night Shift. Voilà. Donc ici, c'est une compagnie à peu près qui a une légère croissance de 5%. Mais vous remarquez ici que la croissance, les analystes vous disent que, il y a de fortes chances que la croissance stagne ici. Donc, on reste à peu près sur des niveaux assez, que ça n'évolue pas énormément. Donc, le plus important, c'est de savoir la croissance ici, elle est basée sur quoi. Donc, vous voyez ici qu'on a fait plusieurs acquisitions, etc. Ici, peut-être qu'on va se reposer avant de continuer à faire des acquisitions. Donc, la croissance ici est organique et inorganique ici. OK? So, moi, je prends juste l'information ici. Il y a une certaine croissance. Mais vu qu'on a déjà un plateau ici, je mets croissance ici 0. C'est pas qu'il n'y en a pas, d'accord? C'est juste qu'à titre d'information, on en a, mais on ne va pas juste prendre ça en considération en date d'aujourd'hui dans nos calculs. On a déjà pris la croissance attendue en 2023, ok? Donc, maintenant, en termes de free cash flow, je compare d'abord ici les free cash flow et les net income pour voir si on parle le même langage. Est-ce qu'on a l'habitude d'être à peu près sur la même longueur d'onde? Donc, je rappelle ici que les net income, free cash flow doit être égal à net income. Et quand il y a une différence, posez-vous la question. Que ce soit supérieur ou inférieur,
Surtout quand c'est inférieur, posez-vous toujours les bonnes questions. Supérieur, bon, on pourrait se dire, bon, ça va. Mais il faut toujours vérifier de toutes les façons. De toute façon, tout ce qu'on fait ici, c'est pour amener au questionnement. D'accord? Quand je vais regarder ça ici, je me pose la question, mais pourquoi est-ce que les free cash flows sont moins élevés que les net income cette année-ci? Pourtant, on a tendance à parler à peu près le même langage. OK? Donc, également, ici, en termes de marge, qu'est-ce qu'on obtient? Je prends ça, vu qu'on a vérifié que les net income sont à peu près dans la même tendance ici. Donc, on prend ici, en termes de marge, OK? On remarque quoi ici? On va mettre ça ici. Vous voyez que les marges ici, sur les 20 dernières années, on avait à peu près du 2,3%. Sur les 10 dernières années, on a du 4,7%. Sur les 5 dernières années, on a du 5,2%. Sur les 3 dernières années, on a du 5%. Et sur les deux, par rapport aux 12 derniers mois ici, on est à peu près à 7%. Qu'est-ce qui s'est passé sur les 12 derniers mois? Est-ce que je dois prendre du 5, 6, 7%? Personnellement, je vais me limiter à 5%. Je ne dis pas qu'on ne peut pas aller plus loin que ça. Déjà, je veux voir qu'est-ce que les analystes attendent à quoi. Je pense que c'est une entreprise qui a bénéficié énormément ici de la pandémie. D'accord? Donc, faites attention également à ça. OK? Il faut aller regarder ça également dans les rapports financiers. Pourquoi est-ce que les marges sont élevées? D'accord? Ici, les analystes s'attendent vous voyez, en termes de marge, voilà, ils s'attendent à ce qu'on stagne aux alentours des 5%. Parfois, on est à 6, 5. Mais vous voyez ici, par exemple, en 2023, on s'attend à ce que les marges diminuent. En 2026, on s'attend à ce que les marges augmentent. Donc, je vais prendre du 5% ici. Je me dis que ça peut fluctuer parce qu'ici, ça dépend parfois du prix des commodités, etc., donc notamment des produits agricoles. OK? Donc, on va prendre du 5% ici. OK? 5%. Maintenant, en termes de nombre d'actions, est-ce que nous avons une entreprise qui rachète ses actions ici? Donc, on va regarder ça. Alors, l'achat d'actions, oui, massivement, enfin, techniquement, quand on dézoome un tout petit peu, oui, on rachète des actions à peu près depuis 2014, ok, mais voilà, on a un peu pour une stabilité par rapport à ce qu'on avait par le passé, mais sachez également qu'elle fait des acquisitions, donc l'augmentation du nombre d'actions ici peut également être liée à des acquisitions, ok. Donc, on a 361 millions d'actions en date d'aujourd'hui, 361 millions d'actions. En termes de PER, alors, généralement, si ma mémoire est bonne, on sera aux alentours, voilà, c'est une entreprise ici qui s'échange à des PER 17, 15, quelque chose comme ça. Donc, je dézoome un tout petit peu, je regarde ça comme ça, et je mets ceci. Vous voyez ici que le marché paye généralement 17 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci. Sur les 20 dernières années, c'est à peu près 14 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, c'est 14 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, c'est 12 fois les bénéfices. Là, on est dans un dilemme. Je prends quoi? 17, 15, 12, quelque chose que je dois prendre ici. Alors, il faut également prendre en considération une chose. Parfois, le marché prend déjà en considération la dette dans son évaluation. Donc, parfois, il faut vérifier ici si on a pris en considération. En fait, c'est difficile de savoir si on a pris en considération la dette ou pas. Mais voilà, ça nous permet ici de prendre, quand on va prendre plusieurs hypothèses ici. Je reviens sur Ticker ici, pas Ticker, je vais sur, comment on appelle ça, sur Finbox. Donc, on va aller directement ici à Tyson Food. On va là, ok. Donc, si Tyson, pour moi, payer 10 fois les bénéfices pour Tyson, c'est vraiment un abus. C'est une compagnie qui mérite être aux alentours de entre 10 et 10, même 17 fois les bénéfices. Elle pourrait s'échanger à 17 fois les bénéfices. C'est possible. C'est tout à fait possible. Donc, moi, ici, je prendrais du 10, du 10, 15 et 17 fois les bénéfices. OK? De toute façon, je vais enlever la dette. Maintenant, 10, OK, 15, 17 fois les bénéfices. En fait, pourquoi est-ce que je ne prends pas 12, 13 fois les bénéfices? C'est parce qu'en fait, c'est pas une compagnie cyclique, en fait. C'est pas une compagnie, si quand vous regardez bien le parcours de cette compagnie, elle arrive à maintenir ses marges stables. D'accord? C'est sûr ici que le prix parfois, le marché est souvent frileux parce que voilà, parfois son prix dépend également des prix de certaines commodités agricoles, mais attention, quand vous regardez sur les dernières années, c'est très stable. Pourtant, les commodités agricoles ont varié entre temps, donc faites attention à ça. Au niveau de la dette nette ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, en termes de dette ici, nous avons à peu près combien? Dette. Voilà. Et voilà. Nous avons à peu près 7 milliards 680 millions. OK, 7 milliards 680, 7,68. Ici, au niveau de Finbox, il marque combien? Ouais, 7 milliards 793, ça va, c'est correct. C'est parfait. Donc, 5% de 55 milliards 230. Je rappelle que c'est ce qu'on attend au mois de septembre 2023 parce que son année fiscale 2023 a commencé. Fois 0,05, ça donne ici 2 milliards 761. D'accord? Donc, on va mettre ici, je vais l'arrondir à 2 milliards 762. Je pense que c'est ça. Hein? Ouais, je vais l'arrondir. 2 milliards 762.
2 milliards 762. OK, ici c'est 2 milliards 762. OK. Moins la dette nette, à 10 fois les bénéfices, moins la dette nette, on a 55 dollars l'action. À 15 fois les bénéfices, moins la dette nette, on a 93 dollars l'action. À 17 fois les bénéfices, moins la dette nette, on a 108 dollars l'action. Je pense que je commence à aimer cette compagnie-ci. Tyson Foods, donnez-moi juste un instant. Il y a de fortes chances que Tyson Foods soit sous-évalué. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que le marché n'anticipe pas une baisse des marges ici? D'accord? Donc, moi, je vais vérifier encore une fois les marges qu'on a pris ici, margin. Parce que s'il y a une baisse des marges, ça pourrait changer beaucoup de choses ici. Donc, je vais juste vérifier une chose. Sur les 10 dernières années, on a 4,7% de marge. Sur les 10 dernières années. D'accord? Sur les 5 dernières années, nous avons 5% de marge. Donc, c'est une compagnie qui arrive au moins à maintenir ses marges sur les 5 dernières années. Je vais le mettre ici en yearly, juste pour que ce soit un peu plus facile. Donc, 2,5%, mais je remarque ici que les marges, depuis 2016, sont plus élevées que ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le prix des commodités n'est pas très peu élevé en date d'aujourd'hui? Il faut approfondir ce niveau-là. Est-ce que l'entreprise a plutôt augmenté ses prix, auquel cas elle a déjà un pricing power, peut-être parce qu'elle contrôle une grosse partie du marché ici, ou bien elle a amélioré son process? Faites attention à ça ici. Donc, il faut qu'on se pose toujours les questions par rapport à ces marges-là, parce qu'on a déjà eu des marges de 4% par le passé. Après, on a perdu ces marges-là au fur et à mesure du temps. Donc, ce n'est pas la première fois. Est-ce que le marché ne prend pas ça en considération? Et donc, ça devient nécessaire, avant d'avancer, avant de se dire que l'entreprise est surévaluée ou bien sous-évaluée, avant de se dire que l'entreprise est sous-évaluée, il est nécessaire ici de poser des questions par rapport aux marges. Est-ce que c'est un objectif du management de maintenir des marges de 5%? Ou sinon plus que ça? Pourquoi est-ce que les marges ont augmenté de 2000... Sur les rapports il faut regarder les rapports de 2016 pour voir pourquoi est-ce que les marges ont augmenté. Parce qu'entre 2015 et 2016, on a une augmentation des marges. Moi, je pense qu'on peut avoir des marges ici de 5%, mais c'est ce que je pense. Mais il faut également voir que les analystes estiment qu'on pourra avoir des marges ici aux alentours de 4%. On va faire quelque chose. Admettons qu'on a même des marges de 4%. Voilà, soyons fous. D'accord? Fois 0,04, ça fait ici 2 milliards 200. OK? Donc déjà, je mets ici mes objectifs. 2 milliards 200. OK, 2 milliards 200. On va fermer ça ici. Admettons des marges de 4%. D'accord? On a 2 milliards 200. OK? On va aller à... Voilà. Je vais le mettre ici comme là. Ici. À 2 milliards 700 ici. Donc, je pense qu'on va se mettre ici. Au mieux, on serait d'abord... Je vais déjà choisir ici entre les deux. Donc, juste pour revenir à ce niveau-ci, regardez les PER qui étaient attendus. Juste pour essayer d'avoir mon 13 fois les bénéfices. 21. Donc, on peut s'échanger ici à 15 fois les bénéfices. Donc, je vais mettre ici X15. X15 égale ici à... Voilà, c'est ça. Donc, je prendrai ici 15 fois les bénéfices maximum ici, même si on peut aller plus que ça, mais admettons qu'à 15 fois les bénéfices, on serait déjà sous-évalué. Maintenant, je reprends mon 15 fois les bénéfices, mais maintenant avec 2 milliards 200 de revenus. Donc, 4% de marge bénéficiaire. Ici, on est à 70 dollars l'action. Donc, ça dit que l'entreprise serait correctement évaluée. Donc, au pire, même si les marges diminuent, on ne s'attend pas à ce que... Vous voyez que les analystes planchent sur des marges de 4% et plus minimum. Donc, si on penche sur des marges de 4% et plus, que 4 et 5%, à 15 fois les bénéfices... Donc, plancher, on reste toujours une entreprise correctement évaluée. D'accord? Et si on passe sur des marges de 5%, on serait sous-évalué ici aujourd'hui. Moi, je pense qu'on est sous-évalué. Je pense bien, c'est une très belle entreprise. C'est vraiment une très, très belle entreprise. Le prix actuel est très, très intéressant. Et c'est la consommation, c'est du consumer staple. Donc, c'est la consommation ici de base. Donc, ce sont des produits qui pourraient être recherchés même en période difficile. Donc, il serait peut-être intéressant, et c'est très rare de trouver des opportunités d'investissement dans ce genre d'industrie-là. Je pense que ce serait une compagnie, ça mérite à peu près une lecture des rapports financiers ici au complet. OK? C'est très intéressant cette compagnie. C'est très, très intéressant. J'aime bien ce que je vois ici pour le moment. Ça m'encourage en tout cas à aller approfondir un tout petit peu ici. Peut-être qu'on va le faire dans une autre vidéo ici. Mais voilà, vous savez que on ne va pas lire un rapport financier en 5 minutes. Ça prend du temps ici. Ici, je dirais que l'entreprise est correctement évaluée si on a des marges de 4%. D'accord? Maintenant, si on a des marges maintenant de 5%, l'entreprise serait à 93 dollars l'action. Et je vous rappelle ici qu'on a des marges plus élevées que 5% en date d'aujourd'hui. Donc, nous, on est déjà assez pessimiste ici. Donc, on a les deux hypothèses. Moi, je pense qu'on a une opportunité d'investissement. Je vais aller avec 15 fois les bénéfices. Mais attention, quand je dis je vais aller, etc., ce n'est pas le casino. Non, 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 non. Je dois lire. Parce que je dois avoir un backup derrière. C'est-à-dire que le management doit appuyer ce que je pense de la compagnie ici.
L'industrie également doit appuyer ce que je pense de la compagnie ici. Donc je pense qu'au prix actuel, on a quelque chose d'intéressant. Maintenant, en termes de dividendes, admettons qu'on vous distribue la totalité de dividendes ici, la totalité des free cash flow ici en termes de dividendes. Admettons qu'on a des marges ici, voilà, de 4%. Soyons fous, je vais dire ça comme ça. Même si on prend des marges de 4%, alors qu'on a des marges de 5% ici et plus, par rapport à la capitalisation boursière ici actuelle de près de 23 milliards, nous avons un rendement de 9%. Donc dites-vous que si elle repaye la dette ici au complet, même avec des marges de 4%, on n'est pas si loin que ça. Parce que si on prend le 4% ici, 2 milliards 200, multiplié par 15 fois les bénéfices, d'accord, divisé par le nombre d'actions. On a un nombre d'actions ici de combien? 361 millions d'actions, divisé par 361 millions d'actions. Admettons qu'il n'y a pas de dette nette, on est aux alentours de 91 $. Cette compagnie est sous-évaluée. Il y a de fortes chances qu'elle soit sous-évaluée. Je pense bien. Je pense qu'on a quelque chose ici. On a un dividende ici de 3%. Et ce dividende-là, il est safe. Il n'y a même rien à dire dessus. Et ce dividende-là, il y a de fortes chances qu'il continue à croître. D'accord? Je pouvais ressentir mon excitation ici. Ça m'arrive très souvent quand je remarque qu'il y a quelque chose ici. Donc, je suis intrigué et excité en même temps. J'ai envie que ce soit vrai. Mais en même temps, je suis excité à l'idée que ce soit vrai. Donc, il y a de grandes chances que ce soit le cas. Donc, je vais creuser sur cette industrie-ci. Donc, je l'ai déjà mis Tyson sur ma liste. Je vais aller la fouiller. Moi, je vais lire les rapports financiers de Tyson ici. En tout cas, pour mon portefeuille personnel, ça pourrait être intéressant pour moi, surtout en période difficile actuelle. D'accord? Je vais également voir ici quel est le bêta de l'entreprise ici en termes de volatilité ici. Qu'est-ce qu'on obtient? Oui, vous voyez? En moyenne, nous avons par rapport au S&P 500 ici, nous avons une entreprise ici qui a un bêta, voilà, aux alentours. On ne peut pas mettre la moyenne ici, malheureusement. Mais vous pouvez voir ici que sur les C, on a un bêta de moins de 1. Donc, ça veut dire que l'entreprise est moins volatile que le marché. Donc, c'est une entreprise ici qui pourrait très bien performer quand le marché va mal. Waouh! Je pense qu'on a quelque chose d'intéressant ici. Bref, j'espère que vous ne serez pas nombreux à voir cette vidéo-ci. En tout cas, si vous avez vu cette vidéo, allez creuser cette compagnie. Je pense qu'on a quelque chose. C'est vraiment intriguant de voir ici. Je pense qu'on doit aller fouiller un tout petit peu plus ici. Pour le moment, tout ce qu'on voit ici est assez intéressant. Donc, on pourrait se dire qu'on est au moins une entreprise, au pire, elle est correctement évaluée. Et encore, ça c'est parce qu'on prend en considération la dette. Et si on ne prend pas en considération la dette, on serait très sous-évalué. Donc, je pense qu'on pourrait gagner à approfondir ici nos recherches sur cette compagnie-ci. Donc, nous avons quelque chose ici. Ce n'est que mon avis ici. Je pense que Tyson Food est sous-évalué au prix actuel et que le dividende ici, il est safe. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et merci à l'abonné qui m'a proposé cette compagnie ici. Je la connaissais, mais je n'avais pas remarqué qu'il y avait quelque chose d'intéressant ici. Surtout que, regardez, on a stagné depuis à peu près... Le prix a stagné depuis 2007. Mais pourtant, depuis 2007 ici, le revenu a augmenté. Il a presque doublé. Donc, il pourrait être important de commencer à creuser ici. D'accord? Peut-être également c'est la pandémie qui est passée par là, mais il serait important d'aller creuser un tout petit peu sur cette compagnie. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? D'accord? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.